Alors, le dossier de la semaine, l'histoire du climat. Super! On va voyager dans le temps. Le climat n'a jamais été stable. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Oui, enfin, pas les saisons, le climat. Les paramètres de Milankovitch est le nom donné aux paramètres astronomiques terrestres qui ont un effet sur les changements climatiques. Milankovitch. Ah, non, ça doit pas être le même, là. Mais alors, c'est quoi ces paramètres de Milankovitch? Fred va sûrement pouvoir m'aider. Bon, revenons à notre histoire du climat. Il y a eu plusieurs périodes où la Terre était presque entièrement recouverte de neige et de glace. Terre, boule de neige. Terre, boule de neige. Ah ouais, quand même, on dirait une boule de Noël. En fait, c'est comme dans l'âge de glace. Alors je pose la question, comment on sait que c'est une période glaciaire? Parce qu'il y a de la glace partout. On dirait que je ne suis pas la seule à rien comprendre, hein. Bon, allons vers des aires plus chaudes. Un climat chaud qui s'est cette fois-ci généralisé au Crétacé, mais un climat très chaud sur quasiment tout le globe, avec le règne du tyrannosaure. Ah, la grande époque des dinosaures. Des Jurassiques. Oui, enfin, va falloir que je me renseigne là-dessus. Mais alors, comme aujourd'hui les pôles sont glacés, sommes-nous en période de froid? Notre planète traverse une ère glaciaire, mais elle se trouve en ce moment au milieu d'une période interglaciaire. De l'interglaciaire dans le glaciaire, autant dire que c'est pas très clair tout ça. L'homme a fait entrer la Terre dans une nouvelle époque géologique. Entré dans une ère nouvelle, l'homme est-il condamné à l'emballement d'une grande accélération, impossible à stopper ou même à ralentir? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. C'est précisément la définition de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est grave, docteur? Et j'ai plein d'autres questions. Quel était le climat avant la formation des continents? Que nous racontent les carottes de glace en Arctique et en Antarctique et les glaciers alpins? À l'aide, Fred, à l'aide! On est là, la petite voix, on est là, rassure-toi. Bonjour à tous et bienvenue dans la rédac de l'espritsorcier.org. Alors vous savez qu'en ce moment on parle beaucoup du réchauffement climatique, et bien nous ici, on a voulu prendre un peu de recul, remonter le temps, revisiter l'histoire du climat de la Terre pour justement mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En fait, notre planète a toujours connu des périodes de chaud et des périodes de froid. Oh, je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas en train de réchauffer artificiellement le climat, non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe aussi des phénomènes naturels auxquels nous ne pouvons rien, comme par exemple l'inclinaison de la Terre ou encore sa position par rapport au Soleil. Et ces phénomènes ont été parfaitement bien décrits au début du XXe siècle par un scientifique qui s'appelle Milankovitch. Ça va intéresser la petite voix. Chauffe Marcel. Enfin, doucement quand même. Les paramètres de Milankovitch. Rien que le nom, on a envie d'une petite animation pour bien comprendre. Pas de problème, je suis là pour ça. Depuis 2 millions d'années, la Terre alterne régulièrement entre période glaciaire et période interglaciaire. Eh bien, la compréhension de cette alternance, on la doit à l'un des plus importants savants du XXe siècle. Ah ok, compris, Milankovitch, c'est bien ça. Exact, Milutin Milankovitch. En fait, ces glaciations et déglaciations sont directement liées à l'ensoleillement de la Terre, à la chaleur qu'elle reçoit, si tu préfères. Eh bien, cette chaleur n'est pas constante et varie en fonction de 3 paramètres astronomiques que l'astronome serbe a découverts. D'où le nom paramètre de Milankovitch. Absolument. Le premier paramètre, c'est l'obliquité de la Terre. On le sait tous, la Terre tourne sur elle-même autour d'un axe incliné. Cette inclinaison est d'ailleurs responsable des saisons. Quand la Terre se présente de cette manière face au Soleil, vous le voyez, les rayons du Soleil sont beaucoup plus concentrés dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. 6 mois plus tard, c'est l'inverse. Les rayons du Soleil sont plus concentrés dans l'hémisphère sud, où c'est l'été, que dans l'hémisphère nord, où c'est l'hiver. Seulement, l'inclinaison varie, cycliquement, tous les 41 000 ans. Actuellement, elle est de 23,26 degrés,
Mais depuis 1 million d'années, elle a varié entre 21,9 degrés et 24,5 degrés. Vous l'aurez compris, plus l'axe est incliné, plus les saisons sont contrastées et inversement. Ok, jusqu'à présent, je suis. Et le deuxième paramètre? Le second paramètre, c'est l'excentricité. On le sait aussi, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, un peu plus. Seulement, la trajectoire qu'elle emprunte oscille tous les 100 000 ans entre un cercle presque parfait et une ellipse. En fonction de ces variations, vous le voyez, la Terre est donc plus ou moins proche du Soleil. Elle reçoit donc plus ou moins de chaleur. Et le troisième paramètre? Ah, le troisième est un peu plus complexe. C'est la précession des équinoxes. En plus de tourner sur elle-même, la Terre tourne à la façon d'une toupie. La direction de l'axe de la toupie varie et décrit un cercle. Eh bien, c'est pareil pour la Terre. L'axe de rotation terrestre décrit un cercle en 23 000 ans. À cause de cette précession, les saisons ne se passent pas au même endroit sur l'orbite. Il y a 11 000 ans, l'été dans l'hémisphère nord se produisait quand la Terre était au plus proche du Soleil. C'était donc des étés très chauds. Avec la précession, il se passe désormais quand la Terre est au plus loin du Soleil. Les étés dans l'hémisphère nord sont donc plus frais qu'il y a 11 000 ans. C'est la combinaison de ces trois paramètres orbitaux, l'obliquité, l'excentricité et la précession, qui influencent le climat de la Terre. Ok, compris. Et concrètement, qu'est-ce qui fait entrer la Terre en glaciation, par exemple? Si la Terre cumule, par exemple, un axe de rotation peu incliné, une orbite faiblement elliptique et avec des étés qui se produisent loin du Soleil, par exemple, des étés donc frais, la glace accumulée en hiver ne fondra pas pendant l'été. Cela favorisera une entrée en phase de glaciation. Depuis 2 millions d'années, c'est donc au rythme de ces paramètres orbitaux que la Terre alterne entre des cycles glaciaires d'environ 100 000 ans et des cycles interglaciaires plus chauds et plus courts d'environ 10 000 ans. Nous sommes aujourd'hui dans une période interglaciaire inhabituellement longue qui a débuté il y a 11 000 ans. Elle devrait encore durer 40 000 ans avant de voir la prochaine période glaciaire. Ça va, 40 000 ans, ça nous laisse un peu de temps. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Milankovic. Et puis, il y a un autre phénomène qui a mis son grain de sel dans le climat, c'est la formation et le déplacement des continents, ce que l'on appelle la tectonique des plaques. Quand, par exemple, une montagne comme l'Himalaya se forme, alors là, le thermomètre s'excite. Oh bah Fred, quand même. Oh, ça va, la petite voix. On se calme. Comment la tectonique des plaques peut-elle avoir une influence sur le climat? Ah bah j'avoue, j'aimerais bien le savoir. Alors, on va y répondre. D'abord, il faut savoir que l'influence de la tectonique des plaques sur le climat se passe sur des périodes géologiques très longues, plusieurs millions d'années. Mais c'est vrai, la position des continents sur notre planète, par exemple, joue un rôle dans la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ah bon? Comment les continents peuvent-ils avoir un effet sur la quantité de CO2 dans l'air? Déjà, un petit rappel. La Terre, on le sait, est recouverte de plaques qui s'encastrent les unes dans les autres à la manière d'un puzzle. Mais contrairement à un puzzle, ces plaques bougent. Résultat, les continents n'ont pas toujours occupé la place qu'ils occupent aujourd'hui. Il y a 1 milliard d'années, par exemple, ils étaient tous regroupés et formaient un seul et unique continent. Je sais, la Pangée. Ah non, la Pangée, c'est bien plus tard. La Terre a eu plusieurs supercontinents. Il y a 1 milliard d'années, il s'appelait la Rodinia. À partir de 800 millions d'années, ce continent unique se disloque. Mais comme tu le vois, tous les morceaux restent regroupés dans la zone intertropicale, une zone qui reçoit beaucoup de pluie. Ok, mais je ne vois toujours pas le rapport avec le climat et le CO2. Patience, on y vient.
Le CO2 dans l'atmosphère se dissout naturellement dans les gouttes d'eau contenues dans les nuages. Celles-ci s'acidifient. Une fois tombées au sol, ces pluies altèrent les roches et le CO2 se transforme chimiquement. Il est ensuite emporté par le ruissellement jusqu'aux rivières pour finir dans les océans où il va sédimenter dans les fonds marins. C'est comme ça qu'une partie du CO2 passe de l'atmosphère à l'océan grâce à l'altération des roches. Bah dis donc, quel voyage! Un très long voyage d'une dizaine de milliers d'années avant d'être renvoyé à nouveau dans l'atmosphère par les volcans. Ainsi va la vie du CO2. Quelle vie! Donc, si j'ai bien compris, plus il y a d'altération des roches, plus la teneur en CO2 baisse dans l'atmosphère et plus la température diminue, c'est ça? Exact. Et la position des continents joue un rôle fondamental. Si les continents étaient tous regroupés au pôle, par exemple, ils recevraient moins de précipitations, il y aurait donc moins d'altération. Le CO2 s'accumulerait dans l'atmosphère. Or, il y a 700 millions d'années, à cause de la position tropicale des continents, l'altération des roches est intense. La concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère s'effondre, ce qui diminue l'effet de serre. Le refroidissement qui a suivi a été global et sévère. C'est le début d'une glaciation, et pas n'importe laquelle, la plus grande glaciation que la Terre ait jamais connue. La glace envahit alors l'ensemble de la planète. Effectivement, pas très accueillante comme planète. Pas très sympa les continents. Hein. Attends une seconde. C'est peut-être grâce à eux qu'on a notre climat actuel. Comment ça? Eh bien, jusqu'à environ 50 millions d'années, la Terre est plutôt chaude, sans véritable relief montagneux. La concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère est au moins 3 fois supérieure à ce qu'elle est actuellement. L'effet de serre est donc très intense. Aucune glace à l'horizon, ni au pôle sud, ni au pôle nord. Seulement, l'Inde en a décidé autrement. En percutant le continent asiatique, elle a créé une immense chaîne de montagnes, l'Himalaya. 2400 km de long, 400 km de large et plus de 14 sommets à plus de 8000 mètres. L'Himalaya et le plateau tibétain forment alors une véritable barrière au vent. Les masses d'air chaudes et humides qui remontent des tropiques butent sur ses flancs, prennent de l'altitude, condensent, puis tombent sous forme de pluie. Le relief accidenté et les glissements de terrain favorisent l'altération des roches qui peut piéger le CO2 atmosphérique. Voilà pourquoi certains scientifiques considèrent même l'Himalaya comme une pompe à CO2. Selon cette théorie, l'Himalaya, mais aussi la cordillère des Andes, qui se surélève grosso modo au même moment, auraient ainsi contribué à refroidir le climat, ce qui aurait permis l'installation de calottes de glace, d'abord au pôle sud, puis au pôle nord. Bref, tout cela aurait pu contribuer à la mise en place d'un climat durablement froid qui a vu, il y a 7 millions d'années, la naissance des ancêtres de l'homme. 2000 degrés Celsius, c'est la température qui régnait à la surface de la Terre peu de temps après sa formation. Heureusement, ensuite, elle a connu des climats plus cléments. Malgré tout, notre planète a toujours eu des hauts et des bas au niveau du thermomètre. Elle a même ressemblé à une grosse boule de neige. Bon voyage dans le temps. Au début de son histoire, et pendant quelques millions d'années, la Terre était une véritable fournaise, même après la formation des océans. Ouh là là, j'aurais pas aimé y être. L'atmosphère était alors pleine de dioxyde de carbone, le CO2, de méthane et d'autres gaz à effet de serre qui protégeaient notre petite planète de l'univers glacial. C'est la révolution. L'oxygène arrive dans l'atmosphère et entraîne la première glaciation de la Terre. La première ère glaciaire, comme on dit, grâce à certains organismes vivants, de toutes petites bactéries qui se sont développées dans les océans, de l'oxygène est libéré dans l'eau, puis ensuite dans l'atmosphère en quantité de plus en plus grande. Et cet oxygène va permettre de réduire l'effet de serre à la surface de la Terre et causer un important refroidissement. L'oxygène permet aussi à la vie de se répandre. Elle est belle comme tout maintenant, notre planète, bleue, marron, blanche et pleine de vie.
Incroyable, à cette époque, la Terre est complètement prise par les glaces. On l'appelle d'ailleurs la Terre boule de neige. On estime que la température moyenne était de moins 25 degrés Celsius avec des pics à moins 110 degrés. Qu'est-ce qu'il fait chaud à l'époque des dinosaures? Pendant plus de 200 millions d'années, la température va rester en moyenne 4 degrés au-dessus de celle que nous connaissons aujourd'hui. Jamais la Terre n'a connu une telle température depuis l'époque de sa formation. Elle augmente encore plus après la disparition des dinosaures. Il y a 55 millions d'années, la Terre connaît les plus chaudes températures depuis sa formation. Imaginez, au pôle Nord, des chercheurs ont trouvé des traces de plantes et d'animaux d'un climat subtropical, comme celui du nord de l'Afrique aujourd'hui. L'ère glaciaire dans laquelle nous vivons a commencé il y a 34 millions d'années. À cette époque, les continents aussi se transforment. Des chaînes de montagnes se forment, des passages marins se ferment, tandis que d'autres s'ouvrent. Cela modifie la circulation des courants dans l'océan et dans l'atmosphère. L'ouverture du passage de Drake entre le sud de l'Amérique et l'Antarctique isole le courant qui entoure l'Antarctique et le continent reçoit moins de chaleur. Cet épisode, associé à une baisse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, favorise l'englacement de l'Antarctique, jusqu'alors beaucoup moins froid et recouvert de forêts. C'est ce qui va permettre à la calotte glaciaire de l'Antarctique de s'installer et de ne plus jamais disparaître. Une fois que le Groenland s'est installé, le climat de la Terre change. À l'intérieur de l'ère glaciaire, le climat alterne entre des périodes plus froides et des périodes plus chaudes. C'est ce qu'on appelle les périodes glaciaires et interglaciaires. La dernière période glaciaire a commencé il y a 115 000 ans. Mais il y a 20 000 ans, les calottes ont atteint leur maximum d'extension. C'est le dernier maximum glaciaire. La température globale est en moyenne plus froide de 4 degrés Celsius par rapport à aujourd'hui. Une bonne partie de l'Europe est recouverte par un immense glacier. Et comme il y a davantage d'eau sous forme de glace, il y en a moins sous forme liquide. Et le niveau des océans était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Résultat, par exemple, la Manche n'existait pas. Le détroit de Bering non plus. Cool, on pouvait passer à pied d'Asie en Amérique. Cette période glaciaire s'est terminée il y a 11 000 ans. C'était presque hier, enfin, à l'échelle de la vie de notre planète. Là, on entre enfin dans la période interglaciaire où nous nous trouvons actuellement et qui pourrait durer 40 000 ans, si bien sûr les hommes ne dérèglent pas tout le climat. Maintenant, je vous propose un petit voyage sur notre planète, du Sahara au glacier des Alpes, en passant par les chutes du Niagara ou encore le lac Toba. C'est incroyable comme tous ces paysages gardent en mémoire l'histoire de notre climat. Allez voir. Le Groenland, lui, on connaît son futur. Il est en train de fondre. Par contre, son passé... Les glaces du Groenland, elles sont exceptionnelles parce qu'elles enregistrent parfois année par année l'histoire passée de la température au Groenland. Et elles nous montrent que pendant cette période glaciaire, le climat du Groenland a subi des changements extrêmement abrupts avec des variations de température qui pouvaient atteindre 16 degrés en quelques dizaines d'années. Donc vraiment à l'échelle d'une vie humaine. Et ces changements très rapides de température, ils sont dus à des changements des grands courants marins, du grand tapis roulant océanique. Lorsque celui-ci était peu actif, il transportait moins de chaleur des régions tropicales vers l'Arctique. Et on avait donc plus de banquise autour du Groenland et un air beaucoup plus froid et beaucoup plus sec. Et puis quand cette circulation océanique se remettait en route, à l'inverse, elle apportait de la chaleur, ça faisait fondre la banquise. Et l'atmosphère ensuite pouvait transporter de la chaleur et de l'humidité jusqu'au centre du Groenland. Ok, mais cette neige du Groenland, elle est gelée. Comment un glaçon peut-il nous informer sur la température plus chaude de l'air ? Cette neige, elle est constituée de molécules d'eau. Et on trouve en fait différentes formes de molécules d'eau. Donc nous, au laboratoire, avec les appareils qu'on voit à côté de moi, on peut compter la proportion des différentes molécules lourdes et légères de l'eau. Et cette information nous renseigne sur les températures dans le passé, lorsque la neige s'était formée dans l'atmosphère. Regardez,
Ça, c'est la mer de glace au-dessus de la vallée de Chamonix aujourd'hui. Elle fait pâle figure par rapport à ce qu'elle était en 1850. Il faut dire qu'à l'époque, on traversait le petit âge de glace. Au cours des derniers millénaires, on a eu des petites variations du climat, très petites, moins de 1,5 degré ou 1 degré à l'échelle planétaire. Et ces petites variations du climat, elles ont entraîné des phases toutes petites d'extension de glaciers. Alors ça a frappé les esprits, on en a beaucoup de traces historiques, mais c'est sans commune mesure avec une grande glaciation. Mais alors, lors de ce petit âge de glace, les glaciers des Alpes, ils allaient jusqu'où ? Les glaciers des Alpes s'étendaient jusque Lyon, par exemple. On avait une épaisse couche de glace de plusieurs kilomètres qui couvrait toute la Scandinavie, jusqu'à la Belgique ou à l'Angleterre. Et d'ailleurs, il en reste des traces en plein centre de la ville de Lyon. Ce gros caillou, par exemple, a été poussé jusqu'ici par les glaciers lors du dernier petit âge glaciaire. Petit à petit, en fait, lorsqu'un glacier s'étend, ça va pousser devant lui une ribambelle de débris, parfois des gros blocs. Et puis lorsque le glacier se retire, on a son empreinte d'extension sous forme de moraine. L'Antarctique, c'est là que les scientifiques font des carottes de glace. Mais alors, elle a quel âge la glace dans ces carottes ? Aujourd'hui, les carottes de glace les plus anciennes, elles ont été obtenues au Dôme C et elles permettent de remonter sur environ 800 000 ans d'histoire du climat. Et donc, cette période de 800 000 ans, elle nous permet de suivre l'évolution du climat entre les périodes chaudes, qu'on appelle des périodes interglaciaires, qui ont une durée en général assez courte, de l'ordre de 10 à 30 000 ans, et puis des périodes beaucoup plus froides, glaciaires, qui ont une durée d'environ 100 000 ans. Et donc sur 800 000 ans, on a 8 successions de périodes glaciaires. L'amplitude des changements de température entre une période glaciaire et une période chaude, c'est environ 5 degrés en moyenne pour l'ensemble de la Terre. Mais en Antarctique, c'est 2 fois plus important, c'est de l'ordre d'une dizaine de degrés. Oh là, il a l'air paisible comme ça, le lac Toba. Et pourtant, il y a 74 000 ans, c'était un volcan qui a connu une éruption si énorme qu'elle aurait pu changer le climat de la Terre. Et nous, on s'intéresse au Toba parce que c'est considéré comme l'éruption volcanique la plus importante du Quaternaire. C'était à l'époque où l'Homo sapiens commençait à se développer. On croit qu'effectivement, elle a pu provoquer peut-être une accélération pour entrer en période glaciaire. Ok, et au Quaternaire, il y avait beaucoup de volcanisme. Mais pourquoi influe-t-il sur le climat ? Les volcans, quand il y a une éruption volcanique, il va émettre à l'atmosphère des CO2, du soufre et des cendres. Et donc les cendres et les soufres vont empêcher les rayonnements solaires, donc provoquer un refroidissement de l'atmosphère. Et le CO2, il va provoquer plutôt un réchauffement à long terme parce qu'elle agit comme effet de serre, un peu comme la pollution maintenant. Et on va où au fait ? Eh bien, curieusement, vers un refroidissement de la Terre. En effet, normalement, d'ici 30 à 40 000 ans, la Terre devrait se refroidir en entrant à nouveau dans une ère glaciaire. Enfin, si d'ici là, on ne fait pas fondre nos calottes polaires. Écoutons les experts. C'est un peu comme un métronome, c'est quelque chose qui est relativement bien connu. On sait, parce que c'est lié aux paramètres orbitaux, et ça se calcule très précisément, qu'on a vécu depuis à peu près 800 000 ans avec des cycles glaciaires interglaciaires. Là, on est dans un interglaciaire. Cet interglaciaire, il dure depuis, disons, 10 000 ans. Et c'est un interglaciaire qui, à cause de ces paramètres orbitaux spéciaux, va pouvoir durer normalement, naturellement, jusqu'à 40 000 ans. Mais après, ça se calcule donc très bien, fatalement, il va se produire un changement climatique qui va aller vers le fait que l'insolation l'été, c'est-à-dire en fait les températures estivales vont baisser, et que la neige qui est tombée aux hautes latitudes de l'hémisphère nord l'été, au lieu de fondre, va s'accumuler, et on va rentrer de nouveau dans une phase glaciaire. Et ça aussi, ça se calcule assez bien. Cette phase glaciaire, donc, elle devrait intervenir, toutes choses égales par ailleurs, dans 40 000 ans, le début. Et puis, il y aura un paroxysme, c'est-à-dire le moment où les calottes de glace seront les plus importantes, qui va se traduire à peu près 100 000 ans après. Et puis, vous allez avoir une déglaciation relativement rapide, et puis ça recommence. Et c'est comme ça que ça se produit depuis 800 000 ans, et sans l'intervention de l'homme, comme on connaît bien les raisons pour lesquelles ces cycles glaciaires, interglaciaires se produisent, on peut on peut les projeter sur des centaines de milliers d'années.
on peut se dire que si le changement climatique qu'on va opérer dans les centaines d'années qui viennent est suffisamment fort, on pourra aussi soit remettre à plus tard la prochaine glaciation, soit faire disparaître totalement les capacités à ce que ce cycle revienne. Ça, c'est une autre hypothèse. Et donc, il y a des modélisations numériques qui ont été faites pour voir si effectivement c'était possible. Et en fait, on montre qu'on peut facilement sauter un cycle, c'est-à-dire que la prochaine glaciation, au lieu d'être à 40 000 ans, elle serait plutôt à 100, 150 000 ans. Et puis, que peut-être aussi, on peut modifier le climat de façon suffisamment forte pour qu'on loupe, non pas une, mais plusieurs, voire qu'il n'y ait plus de cycle glaciaire interglaciaire aussi marqué que durant ces 800 000 dernières années. Donc ce n'est pas quelque chose d'impossible du tout. Si on réussit à réchauffer la planète telle que la prochaine glaciation, au lieu d'être dans 40 000 ans, elle soit dans 150 000 ans, très bien, peut-être c'est mieux, j'en sais rien, pour dans 40 000 ans, c'est peut-être mieux. Mais comment on va le faire, ça? On va le faire en quelques siècles, en dézinguant une grosse partie de notre planète. Donc le plus important pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans quelques siècles. C'est moins important, je dirais, de savoir comment on va s'en sortir dans 40 000 ans. Et donc, si pour avoir dans 40 000 ans du mieux, on fait beaucoup de mal dans les siècles qui viennent, ça n'a pas de sens, juste. L'impact principal qui peut affecter les populations, c'est la hausse du niveau marin. C'est-à-dire, quand le Groenland fond, on va remonter le niveau marin d'environ 6 ou 7 mètres. Si une partie de l'Antarctique fond, on aura une hausse du niveau marin en plus du même ordre de grandeur, donc ça peut avoir des conséquences très importantes. Si ça a lieu dans 3000 ans, on aura le temps de s'y préparer. Si ça a lieu dans 300 ans, c'est plus problématique. Alors non seulement c'est envisageable, mais on est sans doute déjà un petit peu dedans. Et effectivement, depuis plusieurs millions d'années, on est dans une période relativement froide ou modérée, comme aujourd'hui, comme on a parlé des cycles glaciaires interglaciaires. Donc l'échelle de temps de l'évolution, c'est cette échelle de temps-là. On parle de millions d'années pour l'évolution des espèces. Et donc les espèces qui nous entourent sont avant tout adaptées à ces climats glaciaires interglaciaires. Or, on s'en va vers des climats plus chauds. Donc on sort un petit peu du cadre géologique des derniers millions d'années pour aller vers des périodes assez différentes. Et donc on peut se poser la question de savoir si les espèces sont adaptées aussi à ce climat qui va être très différent. Voilà, j'espère que ce dossier vous a permis d'y voir plus clair. Et maintenant, la grande question, si l'Arctique disparaissait, que se passerait-il? Eh bien justement, c'est le thème de l'émission qui prolonge ce dossier, l'émission que vous pouvez retrouver sur notre page d'accueil. Et puis avant de se quitter, j'ai aussi une petite question à vous poser. Si la banquise fond, je dis bien la banquise, à votre avis, ça fait monter le niveau des océans ou pas? Vous pouvez vous amuser à répondre juste en dessous.